Bonjour, je vais vous présenter quelques perspectives sur les prévisions actuellement liées à la Covid-19, donc prévisions et leur utilité. Tout d'abord, l'épidémie, donc comme tout le monde le sait, est causée par un virus, le SARS-CoV-2. Donc voici deux illustrations. Un rose et vert, donc c'est une image obtenue à l'aide de microscope électronique, et en bas, c'est une simulation sur ordinateur. Donc on a tous vu ces images et c'est notre vision de virus. On se doute, bon, on ne sait pas précisément comment le microscope électronique fonctionne, hein, enfin je veux dire, tous les gens, ensuite il y en a effectivement ceux qui le conçoivent, qui le savent, mais on se doute que c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne peut pas faire un selfie avec le virus, hein, il est trop petit, les loupes ne peuvent pas l'atteindre, et on ne peut pas le voir à la loupe, donc il y a d'autres technologies qui sont mises en jeu. D'ailleurs, on se doute un peu, on voit que son milieu il est rose, il est vert, bon, manifestement l'image a subi quelques transformations. De là même pour l'image en bas, on n'est pas tous à même de faire des simulations dynamiques moléculaires. Donc, bien qu'on fait confiance à ces outils-là, on ne sait pas tellement comment ça marche, mais on est capable de les employer au mieux pour en extraire les informations pertinentes. Dans le même état d'esprit, je vais vous présenter quelques considérations sur comment s'en servir de l'outil de prévision euh, pour les épidémies. Donc, l'outil à employer pour faire des prévisions, c'est le modèle SIR. Voici une illustration de ce modèle en haut. Donc, il peut être implémenté donc ici à droite en quelques lignes de code Python, 4-5 lignes. Et voici à gauche l'exécution, le résultat d'une exécution, en particulier le pic épidémique, la taille de l'épidémie, etc. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on a tout fini, qu'on a tout compris et on peut rentrer chez nous? Bon, d'ailleurs, on est tous plutôt chez nous vu qu'on est confinés. Mais la réalité est non. La réalité est différente. Voici en bas à droite l'image d'une graphique des admissions aux urgences en France pendant cette épidémie. Donc, on voit déjà que cette courbe-là, qui devait ressembler à la courbe en rouge, elle est beaucoup plus irrégulière. Il y a beaucoup plus de structure là-dedans. Ça veut dire qu'elle ne va pas être obtenue comme un résultat de ce modèle tout court. Donc en fait, c'est là que ça commence, la compréhension. C'est là qu'il s'agit de bien agencer l'erreur et l'incertitude. Ceci n'est pas nouveau. Voici des images de prévision d'ouragan aux Amériques. L'ouragan, il est en blanc au centre de cône. Les prévisions donnent sa trajectoire sous la forme effectivement d'un cône qui s'appelle le cône d'incertitude. On voit que plus le temps passe, en 2008 par exemple, le cône était le cône bleu, le grand, et ensuite en 2017, presque 10 ans après, le cône l'a rétréci quelque peu. Mais il n'est pas, la précision n'a pas une précision infinie. C'est une prévision, mais il y a des incertitudes là-dedans. Bien sûr, toute information est bonne à prendre, et en particulier l'apport de la technologie est certain. Par exemple, voici quelques exemples d'utilisation des premières fois que ceci a été remarqué, c'est lors des élections américaines de 1952, quand un ordinateur, l'UNIVAC, a été plus rapide que les commentateurs politiques, CBS à l'époque, pour prédire une victoire certaine à Eisenhower. Ensuite, les prévisions météo utilisent aussi des simulations, des modélisations, et s'améliorent de jour en jour, et plus il y a des données, mieux ça se passe. Plus récemment, l'introduction de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et l'utilisation des masses de données ont permis des progrès spectaculaires dans beaucoup de domaines, dans le diagnostic médical, dans la traduction automatique, même dans l'art. Donc l'ordinateur, il peut voir certaines structures qui ne sont pas facilement visibles par l'homme, et l'inverse, l'on peut voir au-delà aussi de ce que l'ordinateur peut fournir. Donc on a besoin de deux apports, et donc c'est bien de savoir quelle est l'étendue des possibles. C'est bien de savoir d'ailleurs quand on peut améliorer, mais c'est aussi bien de savoir quand on ne peut pas. Par exemple, avec mon collègue Jean Dolbeau, nous avons vu qu'il est impossible de prédire le fameux R0, le nombre qui caractérise une épidémie. Il est impossible de le prédire au début de l'épidémie. Il est incalculable, c'est seulement sa moyenne est disponible, mais pas ses caractéristiques plus fines, alors que celles-ci sont importantes. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, on peut montrer qu'on sera plus pessimiste au début, car la variabilité joue dans ce cas particulier dans le bon sens. Ça veut dire plus il y a de la variabilité,
mieux ça va diminuer la taille, le pic de l'épidémie. D'autres incertitudes sont plus facilement améliorables. Par exemple, les données sur les asymptomatiques peuvent être bénéfiques pour la qualité des prévisions. De même manière, on doit avancer dans la compréhension des effets post-épidémiques. On a vu que certains patients sont immunisés, d'autres fragilisés par l'infection. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a plusieurs informations qui nous disent ça. Or, ceci est crucial pour l'existence même d'un vaccin. Et à plus long terme, bon, de la même manière que les dinosaures ne vont plus revenir, hein, ce même virus ne va pas revenir, mais il aura évolué. Et dans quelle direction, c'est la génétique qui peut nous le dire. Et par exemple, répondre à la question, est-ce que ça va être pire ou ça va être mieux? On focus sur le déconfinement et ses suites. Donc, d'abord, il faut être prêt à adapter le modèle s'il le faut. Par exemple, dès que le taux de transmission, dans le temps qu'il est nécessaire de passer en étape à l'autre, se trouve être une courbe bimodale, par exemple, comme celle qui est en haut à gauche, on sait qu'il faut faire un branchement, comme dans le modèle qui est en haut à droite. Donc, il faut adapter le modèle aux données, aux situations précises. Ensuite, bien sûr, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, donc on doit différencier selon l'âge, selon les facteurs de risque, selon la région. Il faut surveiller aussi les données disponibles sur les immunisés, des informations plus fines, genre corrélations, sont également importantes. Et il faut aussi dire que nous avons constaté que pour le déconfinement, il peut y avoir des hésitations dans les deux sens, au sens d'acceptabilité de confinement. Donc il y a des gens, avec nos co-auteurs, on a vu que les gens se confinent avant les consignes, mais aussi parfois ils se déconfinent avant qu'ils reçoivent les consignes. Donc pour résumer, il s'agit d'un domaine où l'agrégation de plusieurs compétences est requise. Et je suis content que les acteurs qui travaillent dans ce sens-là. Et pour finir, donc, je vais remercier mes collaborateurs académiques, donc Antoine Danchamp, Académie des sciences et Institut Colchamp, Jean Delbault, Université de Paris, Dauphine, Romain Dely et Emma Hubert, Université Gustave Eiffel, Patrick Chuenvai à Hong Kong, Francesco Salvarini, à l'Université de Pavia, Ghoslan Yariaoui, Université d'Oxford, et puis de l'aide de plateformes de CNRS, RDA et collectif CODAT.